Nous sommes en direct, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, c'est l'année nouvelle, le deuxième numéro de votre magazine Ça fait débat, depuis l'avènement de 2023, cessez d'orloter les terroristes du M23 au détriment des milliers des vies humaines en errance. C'est donc le début ou le titre du message, un communiqué conjoint de la société civile du Grand Kivu, le Sud Kivu et le Nord Kivu, à la force est-africaine, dite la force régionale. Ils leur ont donné, oui, les Congolais réunis au sein de toutes les coordinations de la société civile dans ces deux provinces, ont donné 48 heures à la force est-africaine, la force régionale, et pouvoir combattre les M23. Le document est parlant, il s'adresse même au chef de l'État. On en parle dans son numéro. Le Grand Kivu donne 48 heures à cette force régionale pour attaquer le M23. Quelles sont les conséquences qui vont se suivre? Vous connaissez, les Congolais sont imprévisibles. Par moments, on dit qu'ils sont naïfs. On dit qu'ils aiment la vie, on dit qu'ils sont par moments nonchalants, mais imprévisibles. Souvenez-vous de Bukavu, attaqué par Jules Mouteboussi, et également les pressions sur la MONUSCO. Autour de cette table, 3 invités, le 4e, en dernière minute, s'est excusé. Nous acceptons comme à l'Église ces excuses et les raisons avancées. Norbert Yamba, acteur politique, un analyste avec d'autres casquettes, difficiles de les étaler ici, mais les restes républicains. Freddy Mulumba, homme des médias, écrivain, journaliste, politologue, et Nixon Kambale, société civile, directeur du Centre pour la gouvernance. Bienvenue à tous, on ouvre le débat. Nixon, dites-nous... l'avertissement, on peut dire l'ultimatum donné par la société civile à la force est-africaine, ça fait craindre des manifestations contre cette force apparemment encombrante, inutile. Merci beaucoup Fabien, je peux enlever à Envier à Mayamba. Je réitère à Freddy. Il faut dire une chose Fabien, je crois que quelque part on commence encore à s'écarter des vrais objectifs. Parce que les gens doivent comprendre une chose. Que ce soit la MONUSCO, la force régionale, ils ont un mandat. Et le mandat là ne vient pas se supplanter aux obligations des organes de sécurité de la RDC. Et que lorsque nous commençons à orienter nos actions vers la force régionale, ils peuvent dire non, nous ne sommes pas venus pour combattre à votre place. Ce qu'il faut dire, c'est que, évidemment, c'est un message de désespoir, parce que la force régionale, contrairement à ce qui était convenu dans le communiqué de Luanda, qui donnait un ultimatum déjà au M23 de se retirer, dans le cas contraire, il devait y avoir une attaque par la force régionale, mais on constate malheureusement que c'est l'option négociation, l'option dialogue, comme le dit les organisations de la société civile, une manière de cajoler le M23, de le suppléer même, de libérer les espaces, alors qu'à définitive, où effectivement, ces espaces ne sont même pas libérés par le M23, parce que tous les messages qui nous arrivent et les témoignages sur le terrain démontrent que le M23 continue non seulement à assurer une présence non négligeable dans les entités prétendument où il s'est retiré, mais en plus, le M23 continue à conquérir d'autres espaces et d'autres territoires, et au jour d'aujourd'hui, il se dirigerait vers le poste frontière de Ishacha, en dehors du fait qu'il a tenté plusieurs fois à pénétrer vers Massissi et à prendre certaines localités importantes, dont Kiroliro et Mouchake. Donc, cela démontre un peu la nonchalance ou la naïveté dans la manière de mettre en œuvre les communiqués de Luanda.
Mais ça doit plus interpeller la partie congolaise parce qu'on s'est dit, nous semblons, parce que pratiquement les statistiques du terrain démontrent que pratiquement depuis septembre, le FARDC n'a pas mené une attaque, n'a pas attaqué ou lancé des attaques contre les M23. C'est par contre le M23 qui a continué à lancer les attaques et le FARDC s'est contenté à dire nous avons repoussé, comme si la mission de FARDC c'est de repousser et ne peut pas attaquer. Et en plus de cela, au septembre, tout le monde se pose la question comment le FARDC dénonce comme tout le monde alors que la mission du FARDC c'est non seulement la défense, la protection, mais aussi garantir la sécurité aux populations congolaises. Donc, moi je pense que la société civile a bien fait d'alerter, mais elle risque de se perdre, de se tromper de cible, parce que moi je suis de ceux-là qui pensent, aujourd'hui, on devait plus s'adresser à nos forces armées, parce que nous ne devons pas nous-mêmes observer les cessez-le-feu, alors que l'ennemi continue à nous narguer, comme si c'est nous qui avions commencé la guerre à question. Donc moi je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est mieux d'amener le débat en interne, demander au président de la République de mettre tout en œuvre pour que nos forces passent à l'action et qu'ils récupèrent par le moyen de la force nos entités. Parce que, à défaut pour nous de récupérer les moyens, les entités par la force, nous serons obligés de nous soumettre à ce que d'aucuns qualifient des dialogues entre le M23 et le gouvernement, à travers évidemment les rounds 4 de Nairobi qui pointent à l'horizon. Et le go a été donné hier avec la rencontre qui a eu lieu entre le président Uhuru et le délégué du M23. Alors Freddy Mulumba, qu'est-ce qui, sans être justement dans le futur, sans faire des projections prophétiques, mais nous faisons des analyses prospectives. La société civile congolaise s'est rendue compte que cette force apparemment est encombrante, inutile, est venue se faire des câlins avec le M23, Uhuru a la mission de contacter tout le monde ou d'entrer en contact avec tout le monde, mais on sent qu'il y a une complaisance entre les Rwandais du M23 et cette force est-africaine. La société civile pourra-t-elle nous surprendre? Est-ce que ça n'annonce pas des mouvements, par exemple, contre cette force et l'ONU qui risque d'entrer dans le même sac? Les Congolais disent, vous pouvez rentrer. Oui, je pense que la situation est dramatique. Ce que je déplore chez les élites congolaises, qu'elles soient militaires, politiques, tout comme intellectuelles, mais religieuses, c'est l'absence de mémoire collective. On a tendance à oublier qu'on a perdu 20 millions de Congolais. Je dis 20 millions. On ne peut pas comprendre qu'on ait perdu 20 millions de Congolais. On nous demande d'aller négocier avec les gens qui ont tué. Leur place, c'est d'être en prison. Et ceux qui nous demandent d'aller négocier avec tous ces gens, ce n'est pas M23, c'est les Rwandais. Il ne faut pas être naïf. Les Rwandais se trouvent sur le territoire congolais. Donc ceux qui nous demandent d'aller négocier avec eux sont des gens qui nous donnent toujours des leçons de démocratie et de droits de l'homme. Il y a un problème. Moi, je ne les condamne pas. C'est notre faute parce qu'on accepte n'importe quoi. Ça l'élite congolaise se prendre en charge. Ce qui se passe actuellement à l'Est, on va mettre en place une zone tampon. On en a parlé ici, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ces militaires qui sont arrivés, ils vont le faire. Et on va aller petit à petit jusqu'à la balkanisation du Congo. Premier point. Deuxième point. Le Rwanda ne pourra jamais retirer ses troupes du Congo. Kagame le sait très bien. S'il le fait aujourd'hui, Kagame n'a pas de pouvoir à Kigali. Il faut qu'il soit présent au Congo en créant des désordres, en pillant, pour qu'il puisse survivre comme un régime. Donc, sans le Congo, sans l'Est du Congo, Kagame n'existe pas. Et troisième point que je voudrais lever ici, qui sont derrière? Ce sont les gens qui sont derrière Kagame et les Rwandais et l'Ouganda qui nous pillent, qui viennent nous conseiller pour négocier. Donc, mieux vaut négocier directement avec les parrains. Ni Kagame ni Museveni n'ont aucun pouvoir. Vous êtes aujourd'hui ici, si nous voulons que les choses aillent plus loin, allons en Amérique. La question congolaise n'est pas tellement connue en Amérique. Les Congolais doivent comprendre.
il faut aller faire le lobbying en Amérique. Il faut aller faire parler les intellectuels, faire parler les journalistes, faire parler les Noirs américains et d'autres religieux pour qu'on comprenne les drames, la tragédie congolaise. Malheureusement, nous, on ne fait rien. Et quatrième point, qu'on ne soit pas naïf. Tout est question de rapport de force. On négocie avec un homme fort et non avec un homme faible. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Pourquoi nous sommes faibles? Pourquoi notre armée est faible? On le répète ici, chaque jour, nous sommes infiltrés. On a mis des gens qui sont congolais, tout comme les pro-rwandais, tout comme les Rwandais qui portent maintenant les noms congolais, qui travaillent pour que l'armée s'effondre. Il faut avoir le courage de dénoncer ces gens-là. Dès qu'on les enlève, je pense que notre armée va aller plus loin. Dernier point que je voulais relever ici, notre ami, c'est que ce jour ici, c'est la lutte pour la deuxième indépendance du Congo. Dès qu'on contrôle nos mines et nos richesses, et dès qu'on mobilise notre peuple, il faut mobiliser la population pour défendre nos richesses. Ça signifie quoi? Il faut que le peuple aille dans la rue. C'est pas normal, on tue des gens là-bas, vous à Kinshasa, vous dansez. Il y a un problème. Les élites s'entretuent, les élites discutent, mais il ne faut pas où est l'essentiel. L'essentiel c'est Bunaganda, l'essentiel c'est le Kivu. Le jour où le Kivu va tomber, c'est fini, il n'y a plus de Congo. Est-ce que nous sommes conscients? Donc, ce que moi je demande au peuple congolais, c'est de se prendre en charge. Rappelez-vous les 2 août. Ni tété le discours de M. Kabila, le Congo serait parti. Le peuple s'est mobilisé et M. Kabila a eu le courage et on a sauvé le Congo. Donc, il faut prendre notre destin en main. Le président Tshisekedi, il avait fait déjà devant les parlementaires à la Cité de l'Union africaine, si nous n'ouvrons pas, si nous ne faisons rien, si nous continuons à nous fragiliser, à nous diviser, eh ben, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Parce que nous avons tout. C'est le minerai et nos richesses qui intéressent les autres. On voulait qu'il fasse l'appel à faire la guerre à quelqu'un. Non, il a fait la mobilisation qui a été emboîtée par le Parlement et les autres institutions de la République. Le Sénat lui a emboîté les pas. L'Assemblée nationale est venue et les autres, le gouvernement, même si on sent que au niveau du gouvernement, il y a un certain sommeil. Norbert Yamba. Merci Fabien. La société civile a déjà vu plus loin. Qu'est-ce que vous redoutez? Qu'on chasse la force régionale l'un de ces 4 matins? Je voudrais, dans un premier temps, vous dire merci pour m'avoir invité et présenter mes vœux le meilleur à mon frère Kambalé, Freddy Moulumba. Ça fait un bail, on est en cette année nouvelle, donc voilà, on revient en charge, notre pays en difficulté et nous devons nous battre pour que finalement, ne serait-ce que les idées soient produites et ceux qui vont décider, décident en connaissance des causes. La question est partie de l'EAC en fait, l'EAC, qui est une organisation de certains pays africains localisés dans un espace géographique et qui pensent qu'ils peuvent construire la paix. Ce n'est pas la première fois que l'on construise ce genre d'organisation. D'abord, commençons par l'IA lui-même, l'Union africaine. Quel est l'effet en termes d'impact de l'Union africaine par rapport à nos pays, par rapport à la promotion de notre société, par rapport à la construction de la paix? Dès lors que l'administration de l'Union africaine est soutenue à 90% par l'Union européenne. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé quand Freddy parle de la deuxième indépendance. Les institutions financières africaines, notamment la Banque africaine de développement, il y a 27 pays qui sont des actionnaire dans cette banque. Et des actionnaires majoritaires pour une banque qui aurait pu véritablement aider l'Afrique à se développer, à construire de grandes unités économiques, compagnies, etc. Lorsque vous regardez la CEDEAO, vous regardez CEMAC, vous regardez UNOA, etc., toutes ces organisations africaines, fondamentalement africaines,
sont inféodés par des puissances d'argent qui régentent et qui commandent l'humanité en fonction véritablement de leurs intérêts. Et donc, l'EAC n'échappe pas à cette règle. Généralement, les pays africains disponibilisent des militaires, mais il y a d'autres personnes qui financent, que ce soit les équipements, que ce soit le paiement des militaires, etc. Et c'est comme ça que le Rwanda en a fait profession. Parce qu'il se considère un pays mercenaire, où il disponibilise naturellement ses militaires, etc. Et de temps en temps payés par les puissances d'argent qui ont leurs intérêts. Or, Freddy, vous l'avez dit, la tendance générale, c'est d'aller véritablement vers la balkanisation. Ce discours a été tenu plusieurs fois par vous et beaucoup d'autres compatriotes congolais, en fait, qui n'ont jamais compris que la réalité, elle est celle-là. Et le même discours, tel léger, tel que nous le voyons, aujourd'hui, ça s'est passé au Soudan. Le Sud-Soudan, il y avait des ONG, il y avait des médias, etc., et qui ont travaillé. Il y a eu d'autres forces additionnelles qui étaient là justement pour faire la régulation. Et aujourd'hui, le Soudan est divisé en deux. Et pourtant, on disait que les Sud-Soudan, ce sont des Noirs, et ils souffrent, compagnie. Il faut se dissocier, n'est-ce pas, du Nord et compagnie. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 morts. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est du pétrole. Et ils continuent à exploiter. Il y a la pauvreté absolue, abjecte, n'est-ce pas, au Sud-Soudan. Et on est en train de miroiter qu'à l'Est, on peut véritablement jouer le jeu, surtout qu'à l'Est. Et quelqu'un dira que c'est une guerre fondamentalement économique. Il y a des minerais stratégiques. Et ces minerais stratégiques, qui visiblement, aujourd'hui, à l'ère de la transition énergétique, on en a besoin par la puissance d'argent, parce que nous sommes en train de traverser une révolution numérique. Et tout le combat contre les changements climatiques passe naturellement par les produits générés par le cobalt, les produits générés par le lithium, les produits générés par le coltan, les produits générés par le niobium, surtout aujourd'hui. Regardez même la géographie de la guerre au niveau de l'Est. Ils ne viennent pas vers Goma, ils font des tendances, il y a tendance, c'est pareil, mais ils sont dans des sites localisés. Le niobium est devenu véritablement le minerai de prédilection par rapport à la guerre qui est menée aujourd'hui. Et l'exploitation continue de se faire de jour et nuit. Est-ce qu'on ne pouvait pas, pendant l'état de siège, interdire l'exploitation des artisanales, même industrielles, des minerais, par exemple? Ça va venir, il faut vraiment bien étudier, mais je voudrais simplement dire que c'est une guerre militaro-affairiste, mais qui est commandée par les puissances d'argent, mais qui utilise véritablement un certain nombre de sous-traitants. Le premier sous-traitant, c'est les amis de la sous-région, le Rwanda, l'Ouganda, etc. On recrute même dans la région. J'ai beaucoup rigolé, en fait, quand j'ai vu le commandant de l'EAC à côté d'un certain Ngoma, qui se trouve être le porte-parole de M23. Vous avez vu la proximité J'ai compris finalement qu'on est dans un vaste complot. En fait, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ça veut dire quoi, très concrètement? Au niveau de l'Afrique centrale, il y a une locomotive qui s'appelle le Congo, avec des potentialités inestimables. Le tiers, n'est-ce pas, des ressources naturelles africaines. Quel est ce pays africain? Surtout qu'ils ne sont pas encore arrivés à comprendre la nécessité de l'union. Mais tous ces pays-là cherchent véritablement que l'Afrique et le Congo soient nivellés vers le bas. C'est tellement que nous avons le Kenya. Est-ce que vous croyez vraiment le Kenya a des amourettes vis-à-vis du Congo? Tous ces pays qui sont concernés naturellement par cette imbrication incidentielle sur la guerre, est-ce que vraiment il y a voilà. Ça c'est justement c'est que le débat entre élites sur les plateaux comme celui-ci. Mais la société civile a donné un ton là. Alors c'est là justement. Ça présage quoi? Vous connaissez bien les Congolais maintenant, comment ils sont attachés à leur pays et surtout à l'intégrité territoriale, à part quelques traîtres
et ceux qui font les affaires avec le Rwanda, les Congolais, dans les institutions en dehors, sont très attachés à leur pays. Qu'est-ce que ça présage? Vous avez lu leur communiqué conjoint, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Regardez, mon cher ami. Moi, j'aimerais vraiment que des débats comme ça nous permettent de produire des inputs efficaces et stratégiques pour faire booster notre pays. Nous sommes à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le gouvernement de la République qui fait son diagnostic au travers d'une convergence d'intérêts. Les multinationales, accompagnées par leurs pays respectifs, les puissances d'argent de manière générale. Vous avez les amis de la sous-région. Et vous avez les politiques congolais. Ne vous en faites pas. Quand vous voyez même le débat à l'intérieur de la République, vous voyez qu'il y a une sorte de divergence entre les politiques. On a vu même avec la FDL ici. Au moment où la FDL avançait, il y avait des Congolais qui étaient sur place ici, qui étaient en acquaintance avec la FDL. Et qui alimentaient véritablement la situation. Et se faisant, portant des étiquettes à l'interne, comme se faisant véritablement le vrai jeu. Et donc cette convergence d'intérêts pousse, n'est-ce pas, aller dans le sens du jeu manipulé, robotisé, instrumentalisé par les puissances d'argent. Et c'est comme ça que le gouvernement a souhaité travailler dans 3 axes, axes diplomatiques, militaires et politiques. Mais dans un deuxième temps, parce que mon frère Freddy disait, et d'ailleurs mon frère Kambalé est revenu plusieurs fois sur cette question de la responsabilité citoyenne par rapport à la dynamique générale, ce qui est une bonne solution. Mais moi j'aimerais qu'on aille un peu plus loin au niveau de la réflexion. La guerre, elle est fondamentalement économique. Quelle est notre situation économique aujourd'hui? Pourquoi ils s'intéressent de notre économie? Et quel est le paradigme qui est mis en place, naturellement, dans l'exploitation de cette économie? On prend les Brites, on les amène chez eux, et ils ont des industries, ils produisent des richesses, ils produisent des emplois, et ils font des allocations rationnelles chez eux. Et ils ne peuvent pas accepter, naturellement, que nous ayons des usines de transformation qui donnent une certaine valeur ajoutée à nos produits. Alors maintenant, on veut maintenir le cap. Et pour maintenir le cap, il faut qu'on nous déstabilise. Alors moi, je dis que, et c'est une bonne chose de soutenir la société civile, il faut que les Congolais sachent, naturellement, qu'ils ont la responsabilité de pousser et de faire un plaidoyer à l'échelle nationale et internationale, de manière que notre voix soit entendue. Mais il faudrait qu'il y ait des ateliers qui nous permettent, quand je parle atelier, c'est pas seulement aller faire un séminaire ou un colloque, mais des endroits, des stratégies qui permettent à ce que nous faisons quoi? Pour que les richesses qui sont potentiellement disponibles chez nous, nous soyons en mesure de les transformer. Quels sont les partenaires par excellence qui peuvent accepter véritablement la transformation de ces richesses ici, de manière que nous puissions devenir puissants? Quel est l'état de la recherche scientifique dans notre pays pour que nous puissions nous-mêmes produire? Ça, c'est le travail des think tanks ou des think tanks, c'est le travail des cercles de réflexion pour pouvoir alimenter ou inspirer les décideurs, les institutions de la République. Mais nous sommes dans un cas précis, cette force régionale est dans une sorte de complaisance avec les Rwandais du M23. Nous sommes là devant un fait accompli, zone tampon. Alors que le processus de Nairobi, encore moins la feuille de route de Luanda, ne parlait pas des zones tampons. Nous sommes devant ce fait. Quittons d'abord ces réflexions élitistes, c'est très bien, des plateaux et même de certains cercles de réflexion pour entrer dans le pragmatisme. La société civile vit et regarde. Nous risquons de perdre ce pays-là dans Nous perdrons le pays tant qu'on n'aura pas pris en considération les éléments fondamentaux qui permettent de construire l'autonomie d'un pays. C'est très important. Et ces éléments fondamentaux passent par l'économie qui est l'ouvrière de l'homme. Et l'économie passe par les différentes étapes, la production, la transformation, la commercialisation. C'est très important. Ça, on n'aura pas fait. À moyen terme. Je reviens. Long et moyen terme. Mais dans l'immédiat, on est envahi. À court terme. Oui. Vous dites qu'il y a complaisance.
c'est qu'il y a un vaste complot. Il faut se taire? Non, il ne faut pas se taire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, revenir à ce que disait tout à l'heure Kambalé. Nous avons des militaires. Voilà. Pourquoi nous ne pouvons pas, au même moment que nous sommes en train de vouloir faire la diplomatie, que nos militaires prouvent de quoi ils sont capables sur le terrain. Et voilà. Et ça, on en a besoin. Renforcé naturellement par la société civile, comme l'écho qui est donné par la société civile du Nord et du Sud Kivu, qui véritablement aujourd'hui est en train de relayer l'opinion congolaise. Voilà. Et tous les esprits de bonne volonté vont se liguer à travers le monde pour encourager naturellement nos militaires de gagner la guerre. Mais entendre que l'EAC soit en mesure de nous aider pour que nous puissions nous en sortir, aucun pays africain n'accepte le leadership du Congo. Merci Norbert Yamba. Vous avez eu suffisamment de temps. Norbert dit, faut même pas attendre quelque chose. La société civile, les 48 heures données à la force régionale, ça ne devait même pas, cet ultimatum ne devait même pas être donné parce que il faut pas attendre grand chose de ces gens. Nous devons passer à quelle étape? Monsieur du Centre pour la gouvernance, les chassés des forces et les gouvernants vont constater? Dès lors que la force régionale a tronqué même sa mission à l'arrivée du commandant kenyan. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'arrivée, nous venons faire le dialogue pour voir. Donc, il violait par ce fait-là l'agenda de Luanda. À partir de ce moment, il ne fallait plus attendre, il fallait comprendre que nous étions roulés dans la farine, parce que nous avons mis notre espoir, entre guillemets, je ne dis pas totalement, entre guillemets, sur ce processus, sur les volets politiques et diplomatiques, mais ce volet a été pratiquement une manière pour nous de nous endormir et de laisser les autres faire. Or, évidemment, lorsqu'on s'engage dans les volets politiques et diplomatiques, on se prépare conséquemment. Malheureusement pour nous, on s'est mis de manière totale dans cette diplomatie, oubliant l'aspect militaire qui devait être renforcé au même moment qu'on faisait la diplomatie. Et que donc, l'ego est donné par la société civile, mais est-ce que cela sera relayé dans les autres provinces? Parce qu'il ne suffit pas que ce soit donné seulement au nord et au sud Kivu, et que dans les autres provinces de la République, il n'y a rien qui se fait. Donc ça sera comme un feu de paille. Lorsque la société civile de l'autre Kivu et du sud Kivu va se taire, ça va passer. On a vu avec les missions contre la MONUSCO. On a marché à fait de compte. Et nous sommes à la case de départ. Et aujourd'hui, il y a 2 ou 3 jours, je crois, ou une semaine, le plan d'engagement aujourd'hui a été négocié, a été confectionné entre la MONUSCO, la force régionale et le FARDC. On s'attend à quoi? On ne va pas dans ce contexte-là faire quelque chose. Moi, je crois que la seule manière, comme Frédéric l'a toujours dit, et Moïne Ambambe est revenu, c'est changer le rapport de force. Et ça passe par, notamment, le renforcement de nos forces de défense et de sécurité. Et ça, ce n'est pas négociable. On n'a même pas spéculé sur ça. Hier, on avait des excuses, on disait qu'il y avait l'embargo, il fallait... Il n'y a plus. On ne va plus nous dire, non, il y a l'embargo, on ne sait plus amener les armes. Non, cette question ne peut plus se poser. Mais ça passe, on doit passer sur l'organisation de nos troupes. Est-ce que nos troupes sont prêtes pour combattre? Et qu'est-ce qu'il faut pour les amener? C'est ce que nous faisons évidemment pour inciter évidemment le gouvernement à les appuyer, inciter la population congolaise à apporter le soutien nécessaire à nos forces de sécurité. Et je pense que... Les FARDC se battent. Les FARDC, vous voyez, il y a eu un déploiement en Ituri de 700 hommes. Et il y a des choses qui ne se disent pas dans les médias. Norbert est d'accord avec moi. Fabien. Tout n'est pas dit dans les médias. Mais on ne peut pas venir communiquer ici. On a envoyé autant, telle part. Les armes qui sont venues sont de telle qualité. Mais il y a un problème. Les FARDC se battent. La force régionale est sur place. Mais est-ce que vous devez continuer à garder ces gens sur le territoire national ou il faut mobiliser tout le peuple contre ces gens? Fabien, il faut se dire une chose. Nous venons d'avoir un secret
révélé que le fils du président sud-soudanais est en Ouganda et fait les affaires avec le fils Museveni. Les affaires, même dans les mines. Oui, en fait, Yamba est revenu. C'est depuis pratiquement la première guerre, la guerre de l'AFDEL, l'option s'est consolidée avec la guerre de 98, où on a démontré que les activités militaires sur le territoire congolais étaient fondamentalement fondées sur l'économie, l'exploitation des ressources. Et ça n'a jamais changé. C'est par contre dans les chefs des Congolais de comprendre que pour empêcher à ce que nos minerais nous servent, soit une cause de souffrance contre la population, nous devons nous assumer. Et comment nous assumer? Nous nous organisons, nous mettons en place une stratégie qui est la nôtre. L'autre fois, Yamba parlait ici de changement de paradigme. C'est-à-dire, et Freddy revient tout voir, aller vers ceux-là qu'il faut ce bruit-là. Aller vers ceux-là qui financent les sous-traitants. Pour parler directement avec eux, avec une stratégie claire. Voici ce que nous sommes, voici ce que nous pouvons disposer avec vous, et voici comment nous devons exploiter ensemble. Mais lorsque nous nous enfermons à nous-mêmes, lorsque nous consolidons ce qu'on nous reproche, notamment la mauvaise gouvernance, notamment le fait que nous n'avons pas la souveraineté sur l'ensemble de notre territoire, nous partageons la souveraineté ou la force, l'existence de la force avec certains groupuscules armés, et là, évidemment, ça fonde les autres dans leur statut de coopérants, de trafiquants, pour nous anéantir. Et je crois que la meilleure manière n'est pas... On n'a pas besoin de connaître toute la stratégie militaire. On n'a pas besoin. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Vous cherchez la bonne gouvernance pendant ce temps, en temps de guerre. Non. Vous êtes envahi, vous cherchez à ce qu'on vous rende la bonne gouvernance. Franchement, là, est-ce que non, Fabien, ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas parce que tel pays est engagé à la guerre qu'on ne doit pas avoir la bonne gouvernance. Et d'ailleurs, s'engager à la guerre, c'est aussi une bonne gouvernance. Donc, ici, nous disons, nous mettons en place les mécanismes pour mobiliser suffisamment de ressources pour appuyer nos forces armées et que ceux-ci puissent avoir des moyens pour combattre. Donc, ce sont ces stratégies qu'il faut mettre en place. D'abord, pousser. Il ne faut plus croire à ce que le fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, nos forces doivent passer à l'action. Imaginez, c'est bien bon qu'on a enlevé les termes forts, les zones tampons dans les textes. Mais ce qui se passe, c'est fondamentalement, ils sont tampons. Pourquoi je le dis? l'M23 prétend se retirer, la prétendue force régionale se déploie, mais il gère les intérêts avec qui? Avec les gens nommés par l'M23. On est où? La même chose serait, il se retire, nos entités territoriales, nos autorités reprennent leurs fonctions. Mais ça, ils ne reprennent pas les fonctions. Ce sont ceux-là qui sont nommés par le M23 qui sont là. Alors, on fait comment? La force régionale Freddy Mulumba est venue appuyer les FRDC. Je crois que c'est ça le principe. Alors, comment la force régionale se montre beaucoup plus proche de ces étrangers des M23, des Rwandais, et puis notre armée, je ne comprends pas le mécanisme de collaboration. Freddy Mulumba. Pour comprendre, c'est savoir que qui nous fait la guerre. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda. Ce sont des globalistes mondialistes qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL. Il faut les reprendre chaque jour pour que les gens comprennent les véritables enjeux. Je pense que le président Tshisekedi a fait un grand travail de lobbying. Il a parlé à tout le monde. Il a parlé à Biden, il a parlé à Charles III de l'Angleterre, il a parlé à tout le monde. Je pense que sur le plan diplomatique, on a quand même réussi à faire passer le message. Le message est passé. Ouais. Parce que c'est le président lui-même qui incarne ce message. Ce qui est un peu frappant, de voir un discours qu'il a fait aux Nations Unies, est très clair. Il n'a pas porté de gants. Donc dans les temps, on était gentils. Et vous avez vu dernièrement, quand il était à Washington, Kagame n'était pas sur la dernière photo de famille avec Biden. Il est parti avant. La donne a changé. Nous sommes du bon côté de l'histoire aujourd'hui. Mais les drames, c'est la qualité de l'élite congolaise, la classe politique. Non seulement elle est médiocre, elle est encore infiltrée. Ouais, mais là, est-ce que vous ne pouvez pas chercher à résoudre le problème étape par étape? Nous avons une force. Vous sentez que les Congolais n'aiment plus cette force?
régionale. C'est ce que j'explique parce que aussi. les preuves sont là, elle ne travaille pas apparemment pour le Congo. Et il faut continuer seulement à discuter, on les laisse là. Non, le président a fait son travail. Maintenant, c'est à nous de faire notre travail. Vous savez pourquoi on a condamné le Rwanda aujourd'hui? Même par tous ses parrains. C'est parce que le peuple s'est mis debout. Aux Nations Unies, il y avait un débat. Pourquoi protéger Joe Kagame? Parce que maintenant, c'est flagrant. Eux-mêmes disent que Kagame commence à nous embêter. Mais quand on vient à Kinshasa, personne ne parle. Les présidents parlaient. Qu'est-ce qui se passe? Les partis politiques sont où? Pourquoi ils font la politique? Normalement, quand les présidents parlaient, l'armée fait son travail, il le combat. Normalement, ce que se disent les politiciens devrait quand même mobiliser la population. Mais non, ils sont là ailleurs. Donc, notre problème, c'est changer la classe politique. Je pense qu'on ne peut pas toutefois condamner l'extérieur. Si on avait des hommes dans ce pays, on n'allait pas être traîné dans la boue comme ça par un petit pays comme Rwanda. Parce que les autres disent ceci. Nous, on ne viendra pas travailler à votre place. C'est le discours des autres. Quand on parle avec eux, c'est à vous de vous prendre en charge. Donc quand vous prenez en charge, vous organisez, on va vous respecter. Vous pensez qu'on peut rester ici en train de prier et de pleurer, de grève sur les toits? Il faut marcher. Non. Il faut commencer d'abord par s'organiser. Notre drame est que nous ne sommes pas organisés au niveau de la société civile. Il faut que les gens aient des think tanks. Quand ce think tank, ce n'est pas faire des analyses pour passer les dire à la télévision. Faire des analyses pour orienter les hommes politiques. Et en dehors de think tank, il faut qu'il y ait la population telle que la société civile qui est organisée. Si ici, elle s'organise à Goma, à Bukavu, à Kinshasa et ailleurs, vous allez voir que ces gens vont reculer. Mais pour le moment, la société civile est minée. Parce que la plupart de la société civile est financée par ceux qui nous font la guerre. Voilà un peu la contradiction. Il faudrait qu'on y réfléchisse. Qu'on y réfléchisse. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que ces gens qui nous tuent, qui nous pillent, demain ils vont vous dire non, ils sont avec les Rwandais. On nous prend pour des idiots. Si le président donnait l'exemple, dès qu'on a dit, il a dit je ne discute pas. Ne me passe avec Kagame. Combien d'hommes politiques ont suivi le président? Combien? Tous ils pensent que le pouvoir va changer demain matin, ils vont encore revenir comme du temps de Mobutu. Voilà la classe politique qu'on a dans notre pays. Voilà le drame. Donc il faut la changer. S'il ne faut que demain que ça marche. Et en dehors de ça, c'est la question de l'armée. C'est vrai, l'armée, on ne peut pas mettre tout sur la table. C'est une vérité. Mais il faut à un moment donné que les politiques, que les civils s'intéressent à ce qui se passe à l'armée. Ce n'est pas normal que notre armée ne soit pas payée. On donne l'argent, les gens détournent. Le fisc au niveau de la presse, c'est ce que se disent les journalistes aujourd'hui. C'est faire des investigations. On a l'information, par exemple, qu'on n'a pas payé les militaires de l'autre côté, au front. On pose la question aux militaires. Pourquoi l'argent n'est pas arrivé? Il ne faut pas attendre que le président pose des questions. Donc, il faut que chacun de nous fasse son travail. Ceux qui produisent la pensée, ceux qui donnent l'information, ceux qui décident et ceux qui doivent mobiliser notre peuple. Tant que notre peuple n'est pas mobilisé à 100%, je vous assure, nos enfants seront esclaves des autres. On n'a pas pitié pour nous. Si on avait une pitié pour nous, on n'allait pas tuer 20 millions de Congolais. Qui en parle? On a tué 800 000 Rwandais. On va vous dire ici, non, il y a des histoires de la haine à Kinshasa. Et les 20 millions là qui sont morts, qui en parle? Et voilà, ceux qui ont tué, vous allez prendre votre place. Donc c'est à nous de nous prendre en charge, de nous organiser et qu'il y ait des gens qui doivent réfléchir d'une manière intelligente. Évitons de faire trop de bruit. Il faut travailler, il faut passer à l'action au lieu de parler comme nous parlons là. À un moment donné, on dit, demain matin, nous sommes dans la rue. 5 millions de Congolais à Kinshasa ici. Ils vont trembler. On trouve des gens à Kinshasa, les gens dansent, ils boivent. Alors, Norbert Yamba, au-delà justement des stratégies qui ne peuvent pas être dévoilées sur les plateaux télé ou dans d'autres manifestations, parce que le pays, la patrie vaut plus que les petits intérêts, est-ce que la capacité de mobilisation pour faire fléchir les grandes puissances, pour faire fléchir ceux qui font la guerre derrière le Rwanda, est-ce que cette capacité elle est suffisante? Merci beaucoup. Question pertinente, mais je vais faire une démonstration par rapport à ça. Mais j'aimerais apaiser quand même ce que nous venons d'insister en fait sur la réussite de la diplomatie du président de la République, qui était très intense, très dense, certainement qui commence à produire des effets.
malheureusement, on habitait un petit problème qui est lié au contexte et aux motivations véritablement de ceux qui financent la guerre. Vous savez que c'est démontré aujourd'hui que lorsqu'on met en place des usines ou des investissements dans un pays, fut-il pour extraire le minéral, mais la guerre aujourd'hui, c'est plus rentable que tout ça. Et une guerre qui se fait dans une situation de violation de loi, n'est-ce pas, de pillage systématique, etc. Et c'est prouvé, même par une littérature abondante, n'est-ce pas, de la situation des États-Unis qui a 244 ans d'indépendance, 241 ans, n'est-ce pas, de guerre. Et les spécialistes vous disent que n'eût été la guerre, l'Amérique ne serait pas la plus grande puissance aujourd'hui. Donc la guerre est très rentable. Alors maintenant, comment concilier cette diplomatie de prise de contact avec les gens, leur faire comprendre, etc. et juguler la guerre. Ça, c'est une préoccupation qui véritablement devra être donnée par les think tanks. Je voudrais également dire que, est-ce que véritablement Kagame est remis en question sur le plan international? Il faut faire attention, Freddy, parce que si nous disons que, bon, Kagame est vomi par l'ONU au moment où nous savons que c'est une caisse de résonance de ces puissances d'argent, etc. Kagame n'est pas vomi. Parce que Kagame est dans la stratégie des puissances d'argent. Qui dit Kagame dit les soldats de ces puissances d'argent. Et ces puissances d'argent ont un mode opératoire. C'est donc l'hypocrisie. Ils sont tellement hypocrites qu'ils vous donnent l'impression de faire des condamnations, etc., etc. Et ils poussent. N'est-ce pas, ils ouvrent une fenêtre, on vous dit négocier, mais il faut tenir compte du Rwanda. Entre-temps, tous, comme un seul homme, se sont mobilisés naturellement. Comme les communiqués du département d'État, voilà. Avec le porte-parole qui a parlé pour la version française, qui dit oui, on demande au Rwanda, on réitère la demande formulée au Rwanda de pouvoir cesser le soutien, tout soutien M23. Et on dit au FARDC de ne pas collaborer avec les FDLR. Ils sont où? Et ils collaborent avec qui? Des hypocrites qui continuent à nous distraire. Et ici, ils viennent en droit de l'homiste, ils viennent en quoi? En donneur des leçons de démocratie. Nous amenant à oublier ce qui s'est produit au Capitole pour la première fois. C'était scandaleux. Nous faisons oublier la recherche de la vérité des urnes par Trump. Ces hypocrites croient que maintenant, le peuple ne sait pas que ce sont eux qui font tuer dans l'Est et qui font piller les richesses. Non seulement hypocrites, mais ils sont imbus d'eux-mêmes, parce qu'ils estiment que leur culture est une civilisation idéale à laquelle doit être suivie par toutes les nations. Et ils ont une mainmise sur toutes les nations du monde. Et donc, il faut faire beaucoup d'attention. Oui, j'adhère à ce que disait tout à l'heure. Mais il n'est pas immuable, Kagame, quand même. Vous suivez des grandes analyses dans le monde. Il y a des signaux qui ne trompent pas, que l'homme utilisé en disgrâce, mais ils cherchent comment le défaire. Parce qu'ils le font toujours, leurs amis, ils le font toujours ce qu'ils utilisent contre les autres. Lorsqu'ils ont atteint leur objectif, et bien voilà, donc ils foutent en dehors du jeu ce qu'ils estiment, non pas parce qu'ils sont importants. Il s'est révélé un bon soldat qui obéit aux orientations, etc. Et donc, à un moment donné, on va le foutre dehors. C'est comme on a foutu Mobutu dehors. Donc, je voudrais adhérer pratiquement par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure Freddy Mulumba, où il dit que la classe politique, au lieu de comprendre et de faire véritablement le diagnostic, comprendre que nous sommes attaqués, et il y a une complotation générale, et cette classe politique se divise, et toute cette puissance d'argent se nourrissent véritablement de ces dissensions, jusqu'à trouver un terrain de prédilection pour fertiliser la normale. Et là, Freddy, il y a aussi à faire attention par rapport à changement de la classe politique. Mais on change la classe politique comment? Par une révolution? Par les élections? Or, les élections est un mode opératoire, n'est-ce pas, de l'Occident pour piéger naturellement nos sociétés, tant que nous n'aurons pas véritablement une alternative par rapport
à ces élections qui sont ici des droits gréco-romains, on aura toujours difficulté. Je voudrais terminer en disant qu'il faut un nouveau paradigme qui nous éloigne, n'est-ce pas, ces maudits Vivendi arrêtés par l'Occident au regard véritablement de son droit romano-germanique. Mais écoutez, 20 millions de morts, oui, 20 millions de morts, mais c'est dans leur stratégie. Parce qu'en réalité, l'Occident souhaiterait, avec les préconisations démographiques, l'Afrique aura 2,5 milliards en 2050, en 2100, on sera à 4,5 milliards, 2 personnes sur 4 seront africaines. Entre-temps, ce sont des bouches inutiles, il faut planifier la mort. Et la guerre permet naturellement à réduire les vaccinations qui ne parviennent pas à nous exterminer, les fausses vaccinations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la mobilisation? Oui. La mobilisation est très indispensable. Et la première fois, vous savez, notre ami Fabien, nous avons été, avec Freddy, avec Kambalé, etc., nous avons demandé à tous les gouverneurs, et cela a été répercuté, naturellement, par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, pour que les gouverneurs organisent la population dans les provinces respectives de manière à montrer que le Congolais est debout. Mais ça fait combien? Ça n'a pas fait long feu. Il y a eu juste mobilisation pendant, comment on appelle, 2 jours et tout ça. Le président a parlé, le Sénat lui a emboîté les pas et 60 sénateurs ont même demandé qu'on puisse suspendre notre participation. Et dans certains endroits, on n'a même pas fait ces mobilisations. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser la question de l'Est aux gens, à nos frères du Nord ou du Sud qui vous essentiel. Donc il faut que ça soit général. C'est un pays, c'est l'intégrité du territoire qui est menacé et nous avons intérêt que les journalistes, que les enseignants, les hommes de médias, les professeurs, toutes les catégories, mettons-nous debout, toutes les provinces confondues, tous les 145 confondus, 145 territoires, tous les 1450 entités territoriales décentralisées, montrons que c'est notre pays qui est en difficulté. Merci, Robert, ça c'est très important. D'accord pour aller vers les ennemis sont moins nombreux, il suffit que 10 millions seulement, ou 20 millions des Congolais se mettent debout, en une semaine, les choses changent. Jusque-là, nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas encore fait grand-chose. Monsieur Kambalé, cette guerre, on la connaît. Même méthode, même jeu, même joueurs qui sont connus. Le M23 a été défait sous Joseph Kabila. On connaît. Londres avait même coupé son aide au Rwanda, son aide budgétaire. Vous vous souvenez, il y a eu quel arsenal militaire quand Guterres nous parle d'une armée moderne formée quelque part dans la forêt. Bon, mais comparativement à M23 de 2011-2012, mais vous voyez que c'était une machine. Alors, dites-nous concrètement cette guerre aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un chantage de Washington pour amener Tshisekedi à tourner les dos aux Chinois? Fabien, je crois autour de cette table, plus à plus reprises, nous avions démontré qu'on ne peut pas départir l'État de ses intérêts. Relation entre les États, c'est une relation d'intérêt. Et il n'est pas exclu que les puissances puissent amener la RDC, la jolie dame RDC, à aller vers elle. Donc, chaque puissance fait tout pour que la RDC soit de son côté. Ça, ce n'est pas exclu. Le pousser, utiliser le voie, n'importe quelle voie est nécessaire et utile pour ces puissances-là pour avoir la RDC. Mais ici, la question que nous soulevons souvent, c'est qu'est-ce que nous, RDC, nous faisons? N'oubliez pas aussi ma question. N'oubliez pas ma question. Il y a là les grands qui se battent en Afrique et au Congo. J'étais le seul journaliste retenu pour l'interview avec Madame Holman, numéro 2 de la sécurité intérieure américaine. Elle a dit clairement, le Congo est le pays le plus important au monde. Ici, il faut donner chance égale à tout le monde. Ils ont trouvé que la Chine est privilégiée ici. Fabien. Alors, il ne faut pas oublier cette dame. Je vous dis ceci, oui. La dame, en fait, la RDC n'est pas importante parce que nous avons de la valeur.
nous sommes importants parce qu'ils visent nos ressources. On veut exploiter nos ressources à vil prix. Et ils veulent planifier pour les générations futures. Donc c'est ça. Quand ils disent que nous sommes importants, c'est parce qu'ils nous aiment. Non. C'est parce qu'ils veulent nous exploiter à vil prix. Et que donc, lorsque nous allons vers tel, ils doivent faire tout pour nous récupérer. Et toute voie est permise pour eux. Et que donc, voilà pourquoi je reviens sur la RDC, c'est parce que nous devons prendre conscience. Mon aîné Ambayamba et mon aîné Freddy viennent de dire ici, quel est l'apport de l'intellectuel, de la politicien dans cette guerre? L'autre fois, Fabien nous avait dit, maintenant là nous sommes devant deux valeurs. Il y a la question de l'intégrité du territoire national qui est là, qui se pose, et on nous flanque évidemment une autre valeur, l'expression de la souveraineté du peuple dans les élections. C'est à nous de choisir. Soit nous voulons la reconquête de l'intégrité du territoire national qui exige la cohésion nationale, donc le même langage, le même engagement, soit alors nous nous déversons dans la distraction avec les élections qui ont comme fondement les contradictions et la démobilisation que chacun veut protéger son intérêt. Donc c'est à nous de des fissures énormes les élections. Oui. Voilà. Alors c'est à nous de nous déterminer. Nous voulons la cohésion nationale, nous voulons l'intégrer le territoire national, construisons la cohésion nationale, battez-nous pour ça, et les élections viendront. Voilà. Mais il faut aussi que ce peuple soit un peuple cultivé, un peuple préparé. Or, le service militaire n'est pas obligatoire. Vous voyez comment les gens raisonnent et réfléchissent, chacun dans son coin, en faisant des vidéos. Et aujourd'hui, je vous informe que pendant que cette émission passe en direct, en streaming, sur plusieurs canaux, il y a des Rwandais sous des faux comptes en train d'intervenir, insulter même, et des gens congolais, même les intervenants, nous les avons déjà identifiés. Si vous voyez dans le groupe des gens en train de démolir la nation, et puis les FARDC, sachez que ce sont des Rwandais sous des faux comptes. Voilà, je le dis en passant. Freddy Mulumba. Ok. Je dis que, pour répondre à notre ami Mbayamba, Kagame est fini. C'est fini pour lui. C'est question de quelques temps, quelques mois. Le monde a basculé. Le paradigme a changé. Pour être le paradigme de lutte contre le terrorisme, ce paradigme a donné beaucoup de chance à Kagame et à Museveni d'être utilisé par les Américains. Actuellement, nous sommes dans le paradigme de rivalité de puissance, de compétition entre la Chine et l'Amérique. Et nous allons de quel côté? Je dis que nous sommes dans le paradigme. Oui. C'est très important. Le BRICS, avec 100 milliards, vient faire la concurrence aux élections de Bretton Woods. Les Américains vous font le chantage, ils ne donnent rien, ou ils donnent des miettes à travers l'USAID et autres. Les Chinois donnent du liquide. Alors maintenant, il faut aller vers qui? Non, je dis qu'il faut maintenant que nous construisons notre propre paradigme. Ça signifie quoi? Le paradigme qui est en vogue jusqu'aujourd'hui, à ce qui nous concerne, que ce soit la Chine, que ce soit l'Amérique, nous sommes considérés comme des réservoirs de matières premières. Nous devons reconstruire notre nouveau paradigme pour savoir avec les matières premières, qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc il faut industrialiser l'Afrique. C'est à nous de le dire, pas aux Chinois, pas les Américains. Donc c'est un travail qui doit être fait par les Congolais. Donc M. Kagame est fini, il faut déjà parler au passé. Deuxième chose, je voudrais relever ici notre ami Fabien. En Amérique, il y a maintenant un combat, un affrontement entre mondialistes et souverainistes. L'attitude de Biden aujourd'hui n'est pas une attitude mondialiste. C'est une attitude souverainiste. Comment protéger l'industrie américaine par rapport à la Chine? Et pour cela, on a besoin de matières premières. Ces matières premières stratégiques se trouvent au Congo. Donc, au lieu d'aller encore voir Kagame pour venir les piller, l'Amérique a décidé de traiter directement avec nous. Une question.
sommes-nous honnêtes pour travailler avec les Américains? Parce qu'il ne faut pas être naïf, que ce soit la Chine, que ce soit les Américains, tout le monde vient pour les propres intérêts. Mais où sont les nôtres? La plupart des politiciens ici que vous voyez, ils vont aller voir tel investisseur, j'ai besoin de 20%. Est-ce qu'il faut absolument travailler avec les Américains? Non. On fait tuer, on fait massacrer, on pille. Et puis après, vous vous tournez vers les mêmes. Monsieur Gambale, est-ce que c'est du réalisme? Je vous explique ceci. Oui. Cette guerre, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie qui l'a fait. Ce sont les Américains. Ce sont les Américains. Et les Britanniques. Maintenant, les Britanniques. Mais en Amérique, ce n'est pas... donc, ce ne sont pas tous les Américains. Il y a des courants qui ne sont pas d'accord. Il y a des courants souverainistes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe à l'est du Congo. Mais ils ne sont pas encore puissants par rapport au courant mondialiste. Actuellement, la donne a changé. C'est à nous de lire un peu les signes de temps, se mettre du bon côté de l'histoire. Qu'on n'entre pas dans les sentiments. Les pauvres pensent qu'on peut quitter l'Amérique, aller voir la Chine. Non. C'est Bill Clinton qui a négocié avec... Laisse-moi terminer, c'est très important. Oui. Qui a négocié avec Mobutu. Ce n'était pas le Rwanda, ce n'était pas l'Ouganda. Il faut qu'on retienne ça. Nous voulons que cette histoire termine. On construit un rapport de force à l'interne. On part maintenant à l'international pour discuter d'égal à égal. Avec des gens de qualité. Ce qui nous manque, c'est la qualité de l'élite. Il faut le répéter. Hein, cher ami? Bon, l'école n'a donné que cette élite. Alors, vous n'allez pas inventer une autre élite maintenant qui va tomber du ciel. Il faut la changer. Il faut que l'école travaille, la famille travaille, l'université. Or, l'université et les syllabus sont vides. Monsieur Yamba. Merci beaucoup. On termine avec vous. Beaucoup. Vraiment, tu as compris vraiment pourquoi nous on souffre. Parce que l'école elle-même, elle est très divorcée, elle est désintégrée par rapport aux besoins, par rapport aux ambitions, par rapport au caractère même de l'élite que nous avons et ça pose problème. Oui, il faut reconnaître que les puissants, ce sont les mêmes. Hein. Que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, les Russes, chacun travaille pour ses intérêts. La meilleure façon, comment nous pouvons nous autonomiser et faire comme eux, et Freddy a raison de dire, notre propre paradigme, notre propre modèle, c'est lequel? Et là, il faut l'inventer. Je voudrais dire que, et terminer par là, que est-ce que Kagame est vraiment passé? Je crains vraiment parce que ces gens-là... Non, les arguments. Les arguments. Oui. Ces gens-là, Freddy, c'est que quand on est ici, si on sait que Fabien n'est pas du Congo, on lui fait confiance par rapport à nous qui sommes Congolais, simplement parce qu'il n'a pas d'assises et on peut à tout moment le faire partir. Et quand on négocie avec Tshisekedi, il va dire non, mon pays, il faut ceci, il faut cela. Mais quand il y a Kagame qui est à côté, qui est capable d'avoir des interactions dynamiques avec nous, on préfère utiliser Kagame que Tshisekedi qui va dire voilà les orientations, voilà les canevas, voilà notre agenda. C'est ça un peu la difficulté. Mais en fait, les choses évoluent, pourquoi pas? Nous sommes d'accord que ça doit véritablement évoluer. Bon, travailler avec le Congo directement, certainement que c'est le souhait de tout le monde. Encore que nous ayons des stratégies plus efficaces pour que ce travail se fasse avec plus de rentabilité. Voilà, du choc. D'idées jaillit la lumière, et que ces idées luisent, inspirent, soufflent des meilleures décisions pour ce pays. Ce ne sont pas les dirigeants qui sont mauvais. Mais le système, vous l'avez décrié, c'est un système qu'il faut changer. Même sur le plan éducatif, politique, sur le plan, sur d'autres plans, économique et financier, il faut inventer notre même spirituel et religieux. Gouvernance. On doit aussi cesser la théâtralisation de l'évangile, parce que Dieu n'est pas d'accord avec cette misère du peuple congolais qui souffre. Quelqu'un naît affamé, il meurt, il vit affamé, il meurt affamé. C'est pas croyable, c'est pas acceptable. Je crois que c'est possible parce que on peut encore mieux faire tant qu'on est vivant. Je vous remercie Nixon Luc Kambale, Norbert Yamba et Freddy Mulumba. Un a manqué au rendez-vous, on ne cite pas ce nom, il s'était excusé, il a le courage par moment de venir répondre à des questions. C'est la nouvelle année
On est en janvier, le vœu continue. Et c'est le grand jour également pour un professeur, un politique, Modeste Batilukwebo. C'est son grand jour aujourd'hui, ce 13 janvier 2023, son anniversaire. Alors nous saisissons cette opportunité pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et surtout joyeux anniversaire, mon plein président. succès, beaucoup de sagesse et surtout encore plus d'engagement pour la patrie. Et voilà, l'année 2023, c'est une année très difficile, avec beaucoup de secousses qui s'annoncent. Il est à la tête de la FDCA et à la tête d'une cellule d'autorité morale. Alors, plein succès et vivez encore plus longtemps. Modeste Batilukwebo, au revoir.